Bonjour et merci de m'inviter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des statistiques à l'heure du Big Data en essayant de vous montrer pourquoi est-ce que les statistiques, lorsqu'on fait du Big Data, c'est pas tout à fait pareil qu'avant. Quelles sont les nouvelles difficultés qui apparaissent et qu'est-ce que des résultats récents, on va dire, ont permis de montrer. Donc avant de commencer, faire un petit disclaimer, juste envie de dire que je ne suis pas statisticien de formation, j'ai une thèse mais en maths appliquées, mais en optimisation et pas en statistique. J'ai jamais joué avec des données réelles, donc je ne suis pas vraiment un expert du domaine. Je n'ai pas forcément envie de devenir statisticien, mais j'ai été vacciné pour le coup. J'ai pas mal lu sur les statistiques, j'ai pas mal été exposé à des séminaires de recherche en statistique. Et je trouve que c'est un domaine vraiment formidable, très difficile, avec pas mal de trucs très contre-intuitifs. Et il faut en savoir plus sur les statistiques parce que c'est vraiment bien moins évident que ce qu'on pourrait croire. Et j'en veux pour preuve quelques diverses choses auxquelles j'ai assisté ou que j'ai pu lire. Donc en haut à gauche, on a un article qui est sorti en 2013 par Valen Johnson, dont on va reparler, mais notamment dans cet article, il prétend que 25% des résultats scientifiques publiés sont faux. En haut à droite, on a quelque chose qui a été écrit, qui apparaît sur le blog de YouTube, c'est un date de mars 2016, il y a juste quelques mois. Le titre, c'est Statisticians who issue a warning over misuse of p-values. Donc la p-value, je vous dis que c'est ce que c'est ce qui est le plus utilisé en science. Et c'est vivement critiqué ces derniers temps, notamment. En bas à gauche, c'est un séminaire auquel j'ai eu la chance d'assister par un professeur de Stanford sur le problème, donc l'application de la p-value dans le monde du web, où il y a eu beaucoup de données qui arrivent au fur et à mesure. Et en gros, il nous montre que si on applique mal la p-value et les méthodes classiques de statistiques, on a une probabilité d'erreur. Là, vous voyez la courbe rouge, là, elle monte jusqu'à 0,75, donc 75% de chance de faire une erreur. Donc j'en reparlerai un peu plus longuement. Et en bas à droite, un autre séminaire auquel j'ai assisté par un professeur de Harvard, Alberto Evadi, sur la stratification endogène, qui montre que lorsqu'on fait une stratification endogène, donc c'est une méthode assez classique, on trouve des résultats qui sont toujours les mêmes et qui ne dépendent pas du jeu de données qu'on étudie, mais de la manière, de la méthode statistique qu'on a utilisée. Et ça, c'est un truc qui a été découvert il y a quelques mois, peut-être un an maintenant. Donc c'est depuis 2014, c'est trop fort. Mais bon, c'est pour montrer qu'il y a des choses qui sont découvertes. Et ça, pour la petite anecdote, j'ai raconté ça à un moment à un ami qui travaillait dans une grosse boîte de la Silicon Valley. Il m'a fait répéter 3 fois mes explications avant de conclure qu'en fait c'est exactement la méthode qu'il avait utilisée pour tester un nouveau produit. Et que du coup tous les résultats qu'il avait montrés à ses patrons étaient du coup faux. Donc c'est vraiment pas facile les statistiques, hein. C'est pas pour jeter la pierre, c'est vraiment pour montrer qu'il y a pas mal de pièges et qu'il faut essayer de ne pas tomber dedans. D'autres choses dans le monde de la vulgarisation, qui est un monde qui m'intéresse particulièrement, et ces derniers temps il y a eu énormément de production de très grande qualité dans le monde de la vulgarisation. Donc en haut à gauche, c'est Hans Rosling, un professeur suédois qui fait pas mal de statistiques, de statistiques appliquées, qui aime poser des questions, par exemple, d'après vous, est-ce que le nombre de morts par catastrophe naturelle au cours de ces 20 dernières années a plutôt doublé, au cours de ces 100 dernières années, je crois, est-ce que ça a plutôt doublé, est-ce que ça a été plutôt divisé par 2, ou est-ce que c'est resté à peu près le même? Donc on va faire un petit test là. Qui pense que ça a doublé le nombre de morts par catastrophe naturelle? Rester le même. Le pourcentage sort du même. Le nombre de morts. Mais rapporté à la population? Non, nombre de morts. Ah, le nombre de morts. Alors, moi je dis ça. Doublé, rester le même et divisé par 2. Ouais, bon. Les résultats ici sont assez représentatifs de tous les résultats à travers plein de populations, y compris des experts. Et la réponse, c'est comme vous pouvez l'imaginer, en fait, c'est divisé par 2. Les moyens technologiques ont largement contribué à améliorer la sécurité des gens. Et il y a énormément de jeux de données comme ça, dans lesquels en fait on fait beaucoup d'erreurs. Et techniquement, c'est ce qu'aime bien dire Rosling, on fait moins bien que des chimpanzés. Parce que les chimpanzés, ils diront au hasard, ils ont vraiment une chance sur 3 d'avoir les bonnes réponses. Et donc ce que ça montre, c'est pas juste un problème d'information, c'est pas parce qu'on n'est pas assez informé,
c'est parce qu'on est mal informé. C'est vraiment un problème de mauvaise information et de statistiques non représentatives qui nous sont exposées notamment à travers les médias. Donc en haut à droite, c'est une vidéo de Veritasium, c'est une chaîne YouTube anglophone par Derek Muller. Donc il a fait une des vidéos qu'il a fait, c'est tester si il vaut mieux punir ou punir ceux qui ont fait des mauvaises choses ou récompenser ceux qui ont fait des bonnes choses. Et pour ce faire, en fait, il a raconté une histoire qui est en fait assez classique, qui a été assez répétée, qui s'est passée dans l'armée américaine où ils ont voulu tester ça. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé des pilotes de l'air. Et quand les pilotes de l'air faisaient une bonne manœuvre, ils les félicitaient. Et quand ils faisaient une mauvaise manœuvre, ils les engueulaient. Et puis regarder le lendemain, quel était l'effet sur ces pilotes. Est-ce que ça les rendait meilleurs lorsqu'on les félicitait ou lorsqu'on les engueulait. Et ce qui a été montré par l'armée américaine, c'est qu'il valait toujours mieux engueuler, punir ceux qui avaient fait mal leur manœuvre. Le lendemain, ils étaient tout de suite bien meilleurs. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu des trucs de sciences sociales, mais ça va à l'encontre de beaucoup d'études de sciences sociales qui montrent qu'en fait, le reward a tendance à mieux marcher que le punishment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'étude de l'armée américaine, il y a une erreur, il y a un biais statistique dans l'étude. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. Je vais vous laisser y réfléchir, je ne vais pas vous donner la réponse, je vous invite à aller voir la vidéo de Veritasium, peut-être que je reviendrai à la fin. En bas à gauche, c'est une vidéo de Sciences Étonnantes de David Wapre sur Sciences Étonnantes. C'est une chaîne YouTube aussi, francophone cette fois, qui a parlé du paradoxe de Simpson, qui est, je pense là, on va en parler en détail du paradoxe de Simpson, mais c'est vraiment le truc le plus contre-intuitif, le plus étrange et le plus difficile, et on va pas mal en parler. On va reparler de cette vidéo aussi. Et puis en bas à droite, on va en reparler aussi, mais c'est un épisode de Podcast Science sur les sciences criminelles. Donc voilà, juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas évidentes, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, au niveau des statistiques, lorsqu'on fait du big data notamment, je pense qu'il y a deux gros pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est l'overfitting, c'est quand on cherche à trop expliquer les données. Donc je mets un peu des aliens pour expliquer, parce qu'en fait on peut tout expliquer avec des aliens, tout dans les moindres détails, et en fait on est amené à vouloir croire à ces histoires parce qu'elles expliquent très bien toutes les choses en détail. Sauf que souvent les explications ne sont pas les bonnes, et on va essayer de voir pourquoi. Le problème c'est vraiment qu'elles font de l'overfitting. Le deuxième problème, c'est les échantillons biaisés. Et ça, c'est vraiment un énorme problème quand on fait du big data, c'est lorsqu'on divise la population en deux, on veut tester un produit par exemple, mais dans la manière dont on a divisé la population, les deux populations ne sont pas égales par ailleurs. Il peut y avoir beaucoup plus de bleu ici que de rouge ici, et ce petit piège-là peut être imperceptible et fausser complètement les résultats d'une étude. Donc on va essayer de pas mal parler de ça notamment. Et pour vous donner un exemple de ça, justement, supposons que je sois malade, atteint d'un cancer, on va dire, et j'ai le choix de me faire soigner soit à l'hôpital, soit dans une clinique. Du coup, pour savoir dans lequel des deux il vaut mieux que j'aille, une façon de décider, c'est juste de regarder les taux de survie dans les deux cas. On peut imaginer que dans l'hôpital, il y a 50% de taux de survie, et que dans la clinique, il y a 80% de taux de survie. Et du coup, là, la réponse semble être évidente, on a envie de dire, il faut aller à la clinique. Sauf qu'il peut y avoir vraiment un piège derrière tout ça. Donc là, je vous propose une petite histoire pour expliquer qu'en fait, non, on va aller mieux aller à l'hôpital. C'est possible qu'en fait, lorsque les gens sont juste un tout petit peu malades, ils vont aller plutôt à l'hôpital, et du coup, ils vont tous survivre. Alors que lorsqu'ils vont... c'est juste ça. Non. Lorsque les gens sont juste un petit peu malades, ils ne vont justement pas trop à l'hôpital, ils vont plutôt en clinique. Et il est possible que lorsqu'ils sont vraiment malades, du coup ils sont obligés d'aller à l'hôpital et ils ne vont pas trop à la clinique. Sauf que les gens qui sont juste un peu malades, eux, ils vont survivre, bien sûr, ils sont juste un peu malades. Et les gens qui sont vraiment malades, eux, ils sont durs à sauver, quoi. Donc c'est possible que du coup, ceux qui sont vraiment malades, l'hôpital arrive à en sauver 40%, qui n'est peut-être pas si mal, alors que la clinique en sauve 10%.
Et lorsque les gens sont juste un peu malades, l'hôpital les sauve tous, la clinique les sauve quasiment tous. Donc là, on a l'impression que bon, bah, la clinique, ça reste toujours bien, mais si on regarde ligne par ligne, on voit que la clinique sauve mieux les gens qui sont un peu malades, l'hôpital sauve mieux les gens qui sont un peu malades, et sauve mieux les gens qui sont très malades. Du coup, quand on regarde le détail ligne par ligne, on se rend compte qu'en fait, la conclusion qu'on avait envie de dire lorsqu'on voyait juste les deux premiers chiffres, c'est la mauvaise conclusion. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement difficile. Moi, je sais que la première fois qu'on m'a posé ce problème, on m'a donné directement tous les chiffres. Du coup, j'étais en exercice de maths, du coup, j'ai résolu l'exercice sans me rendre compte de la vraie difficulté du problème. La vraie difficulté du problème, c'est pas de savoir lire ces chiffres-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas les chiffres en bas. Est-ce que lorsqu'on voit ça, ces deux chiffres, est-ce qu'il faut conclure? Et en fait, c'est un problème qui est vraiment difficile, c'est vraiment pour moi le cœur du problème du paradoxe de Simpson, on l'appelle. C'est le fait que lorsqu'on a une probabilité qui est meilleure dans un des cas, ça ne veut pas dire qu'il vaut mieux aller dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que l'effet est mieux dans ce cas. Il peut y avoir des problèmes lorsqu'on regarde dans les détails, et ces détails-là sont parfois très difficiles à imaginer. Donc c'est ce qu'on appelle plus généralement les... Donc voilà, juste pour insister sur la difficulté de ce problème, donc là j'ai une citation d'un livre de cours de Larry Wasserman, qui est un statisticien, qui dit que, bon, en gros il parle du paradoxe de Simpson, plus ou moins, il dit que cette chose est très confusing, un mot que j'ai jamais su traduire en français, même pour ceux qui sont bien éduqués, pour des statisticiens bien éduqués. Je pense que ça montre vraiment à quel point ce problème-là est vraiment difficile et qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ça, de voir que juste parce qu'une statistique indique quelque chose n'est pas le fin mot de l'histoire, n'est pas forcément le fin mot de l'histoire. Donc dans le même genre, il y a une citation de David Loeb, c'est la chaîne Sens étonnante que je vous ai montré au début. Au début de sa vidéo sur le paradoxe de Simpson, il dit « Une fois que vous aurez vu ma vidéo sur le paradoxe de Simpson, je suis sûr que vous ne regarderez plus les chiffres de la même manière quand on vous montre des statistiques. » Et c'est un petit peu l'objectif aussi de mon séminaire ici. J'aimerais vous pousser à réfléchir vraiment à 2, 3, 4 fois avant d'émettre une conclusion à partir de juste 2 chiffres. Voilà. Donc la raison pour laquelle on n'a pas un lien direct entre les statistiques de survie entre l'hôpital et la clinique et ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est parce qu'on a réussi en gros à mieux expliquer les choses avec ce qu'on appelle un facteur de confusion, qui donc, dans notre cas était la santé des patients. Et en fait, en prenant en compte la santé des patients, on est capable de bien mieux analyser le problème. C'est ce qu'on appelle un facteur de confusion. Une grosse partie des statistiques consiste à analyser ou à détecter les bons facteurs de confusion. Donc par exemple, je vais mettre un petit peu au test. Si je vous dis que prendre des pauses au travail à l'extérieur tue, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Tabac. Le tabac, ouais. Donc, exactement. Donc, je n'ai pas fait d'études statistiques pour essayer de le montrer, mais bon, je ferai pareil que si on faisait d'études statistiques, on verrait que ceux qui prennent plus de pauses à l'extérieur meurent plus jeunes. Et en fait, on explique ça par le fait que ce lien n'existe pas vraiment. En fait, il y a un lien qui passe par une troisième chose qui permet d'enlever le lien en bas. Le lien en bas, en fait, est expliqué par ce facteur de confusion. Donc, un autre exemple que je tire de l'épisode de Podcast Science. Encore une fois, je n'ai pas vérifié les données de l'étude, mais ce qui m'intéresse, c'est plus la méthodologie. A priori, si on regarde des données brutes, on voit une corrélation entre le fait d'être étranger et le fait d'être plus criminel. Il y a un plus grand taux de criminels chez les étrangers. Mais là encore, on peut en fait enlever ce lien une fois qu'on a détecté les bons facteurs de confusion. En tout cas, c'est ce que prétend André Kuhn dans l'épisode. Il dit que si on regarde par âge, par sexe et par richesse, et qu'on essaie d'expliquer la criminalité par rapport à ces trois-là, il n'y a plus de lien observé entre le fait d'être étranger et le fait d'être criminel. C'est-à-dire si on prend à âge, sexe et richesse égaux, il n'y a pas un plus grand taux de criminalité chez les étrangers que chez les personnes non étrangères.
Donc là, déjà, dans ce cas-là, c'est déjà beaucoup moins évident parce que penser à ça, c'est pas forcément évident, quoi. Et puis ça montre que si on veut manipuler l'opinion publique ou si on veut juste mettre des chiffres qui sont conformes à ce qu'on veut transmettre comme message, en général, on va pouvoir trouver des statistiques qui vont lier deux choses. Mais si on regardait plus dans les détails, on pourrait montrer ce genre de choses, mais c'est pas évident d'expliquer tout ce détail en pratique, quoi. Donc voilà, alors comment éviter les facteurs de confusion en général? Là j'ai une citation. Alors comment éviter les facteurs de confusion? Je pense que l'expérience scientifique, la grande idée de l'expérience scientifique, là où l'expérience scientifique est vraiment un truc génial, je pense que ça se résume vraiment à ça, c'est que l'expérience scientifique est l'art de supprimer les facteurs de confusion, de contrôler les facteurs de confusion qu'on veut étudier, en sachant exactement quelles sont les variations entre deux jeux de données. Et donc moi je pense il me semble que l'idée géniale de Galilée, l'idée de faire des expériences scientifiques, c'est exactement ça, c'est juste essayer de mettre vraiment les choses, toutes choses égales par ailleurs. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Ça fait diminuer la variance aussi. Ça fait diminuer la variance aussi, il y a d'autres effets. Parce que justement, le test randomisé n'est pas vraiment une expérience scientifique au sens où on maîtrise la covariable. Ouais. La randomisation permet de supprimer les facteurs de confusion, mais rajoute de la variance par rapport à l'appariement. Ouais. C'est vraiment ça qui différencie l'expérience scientifique de la randomisation. D'accord. Et c'est pour ça que la randomisation est arrivée bien plus tard dans l'histoire que l'expérience scientifique. D'accord. Donc vous considérez que les tests randomisés ne sont pas des expériences scientifiques? Pas au sens classique des physiciens. Oui. C'est-à-dire l'expérience scientifique étant, je fais l'inventaire de toutes les variables appliquées au système, j'en maîtrise n-2, il y en a une que je fais varier, je regarde comment l'autre varie. D'accord. Et j'essaie de trouver une loi. D'accord. Mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais on peut peut-être dire que les tests randomisés en double aveugle sont entre les expériences scientifiques de base et les méthodes plus big data, on collecte des données et on ne contrôle rien. Alors, dans Big Data, le problème c'est qu'on a des données qui ne sont pas forcément contrôlées. On a plein de mesures pour calculer, pour collecter des données à gauche à droite, on les récolte, mais on n'a pas forcément contrôlé les jeux de données. Et on ne sait pas forcément s'il il peut y avoir des biais statistiques qui peuvent apparaître. Donc là, j'ai une citation de Larry Wasserman, encore de son livre, qui dit que les résultats d'une étude observationnelle commencent à devenir crédibles si, premièrement, les résultats sont appliqués dans plusieurs études, deuxièmement, chacune des études contrôlées, on regarde vraiment les facteurs de confusion, on étudie vraiment tous les possibles facteurs de confusion. Et troisième chose, c'est il y a une explication scientifique plausible, un mécanisme qui explique le lien causal qu'on cherche à mettre en évidence. Je ne vais pas chercher à contredire ça, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse, moi, pas mal dans cette citation, c'est le nombre de mots qu'on ne s'attendrait pas à voir si on est un petit peu mathématico-rigide comme moi, comme le mot believable, par exemple, le plausible encore. C'est pas ultra précis, c'est pas algorithmique, c'est pas une définition mathématique comme j'aimerais en avoir. Et je pense que ça montre vraiment la difficulté qu'il peut y avoir. Le mot believable en particulier est assez étonnant, venant d'un statisticien, qui montre qui suggère que tout ce qu'on peut faire lorsqu'on a des études observationnelles, c'est croire à quel point croire en un certain jusqu'à un certain point en la validité d'un résultat scientifique. Et je vais revenir un peu sur ça aussi un peu plus tard. Donc là, je mentionne à nouveau un truc dont j'avais parlé en introduction, le papier de Van Johnson qui disait que 25% des résultats scientifiques publiés sont faux. La raison pour laquelle il estime cela, c'est en gros le biais de publication, le fait qu'on ne publie que des résultats dont on a prouvé qui ont des significations statistiques.
Et donc en particulier, ce qu'il a fait, c'est observer le fait qu'il y avait beaucoup de résultats scientifiques publiés qui sont autour du 5% et pas autour du 3%. Alors tout ça va mener un petit peu, faire un petit peu d'épistémologie de philosophie des sciences, de parler un peu de la réfutabilité de Popper, qui est la situation aujourd'hui des sciences. On considère aujourd'hui qu'une hypothèse est scientifique si elle peut être prouvée fausse, et on a une présomption de véracité qui vient avec chaque hypothèse, qui dit qu'une hypothèse est fausse n'est pas fausse, jusqu'à preuve du contraire. Et le but de la science, selon cette philosophie, je ne dis pas forcément que c'est exactement ce que l'on fait, mais c'est un des principes philosophiques que l'on suit beaucoup, qui sont beaucoup mentionnés d'ailleurs, qui dit que du coup le but de la science, c'est essentiellement de rejeter les mauvaises hypothèses. Et du coup, ce qu'on va essayer de dire, c'est des choses comme les données montrent qu'il est faux de supposer qu'il n'y a aucun lien entre tabac et cancer, pour dire qu'en fait il y a un lien entre le tabac et le cancer. Techniquement, si on devait le formuler, en tout cas selon le principe de Popper, en fait, il faudra même dire, si on en croit Wasserman, que les données montrent qu'il est déraisonnable, qu'il est hautement improbable, qu'il n'y ait aucun lien. Bon, ça fait des phrases un peu à rallonge que les journalistes n'aiment pas forcément. Mais du coup, donc, réfuter une hypothèse dans ce cadre-là, c'est montrer que certaines données sont hautement improbables sous l'hypothèse. Donc le critère de la p-value, c'est ça. La p-value, c'est montrer qu'une hypothèse est fausse parce que la probabilité de ce qu'on observe supposant l'hypothèse est incroyablement faible. Donc l'un des problèmes dont on a parlé lorsqu'on fait ça, c'est le biais de publication qui fait que, a priori, si on appliquait vraiment ça, ça voudrait dire que 5% des résultats publiés au plus sont faux. Rejettent des hypothèses qu'il ne faudrait pas rejeter. Mais bon, le problème du biais de publication, c'est qu'on ne publie que des trucs significatifs. Donc il y a un facteur de confusion qui apparaît, en gros. Le fait d'être publiable ou non influence la véracité des choses qui sont publiées ici. Enfin, la probabilité de véracité des choses qui sont publiées. Alors il y a d'autres problèmes avec cette méthode scientifique qui lorsqu'on les applique en pratique, notamment dans le cadre du web. Dans le cadre du web, donc ça c'est le travail de Ramesh Johari, professeur à Stanford, qui a étudié, qui se dit que dans le web, en fait, on regarde constamment les données et on a envie de conclure aussi vite que possible. Donc vous imaginez en train de suivre votre expérience, puis dès qu'elle donne un résultat significatif, vous concluez. Et ce que dit Ramesh Johari, c'est que si vous faites ça, la probabilité de faire une erreur, donc si vous prenez 10%, 5%, même 1%, la probabilité de faire une erreur en fonction de la taille de l'observation, plus vous attendez, plus vous avez de chances de conclure d'un moment. Et en fait, la probabilité de conclure, de rejeter une hypothèse, même si elle est vraie, est incroyablement grande. Donc là, en ordre rien, c'est la probabilité de rejeter une hypothèse qui était vraie. Et d'un point de vue statistique, cette probabilité-là, elle est incroyablement grande. Donc même si on prend alpha égale 5%, elle est plus de 60%. À l'infini, elle tend vers 1. Et à l'infini, elle tend vers 1. Alors, tout ceci... je vais vous montrer ça d'abord. Donc, ces tests statistiques sont très critiqués. Donc ça, c'est un truc de Nature, ça, c'est le blog de Sciences Étonnantes. Et beaucoup de scientifiques, de statisticiens proposent justement, tout simplement de ne plus utiliser ça. Bon, en tout cas, de l'utiliser beaucoup moins en tant que juste détecteur premier détecteur de phénomènes intéressants à étudier, mais absolument pas comme outil de conclusion, quoi. Il y a des phrases dans ces surtout dans cet article-là, qui sont incroyablement dures et qui disent en gros que ce qu'on fait, c'est n'importe quoi en sciences. Elles sont vraiment très très dures, je vous invite à le lire. Et du coup, on peut se demander, ok, la méthode scientifique classique, statistique, p-value, là, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a pas mal d'idées. Bon, la première chose, c'est réduire, au lieu de passer à 5%, on peut réduire à 1%, mais bon, ça produit encore des problèmes. Du coup, on peut vouloir aller encore plus loin et changer un petit peu de paradigme, essayer d'échapper un peu au paradigme de Popper, et essayer de passer à un autre paradigme de pensée. En tout cas, c'est ce que proposent certains statisticiens qui sont ce qu'on appelle bayésiens. Donc, les statisticiens bayésiens, en gros, ils soulignent 3 fois le mot crédible dans la citation que je vous ai mis tout à l'heure
de Wasserman, et ils disent qu'il faut parler uniquement en termes de croyance. Et pour illustrer ça, voici l'expérience de pensée qu'a proposé XKCD, qui, en voyant, enfin, étant donné ce qu'il a montré avec les clairement bayésiens. Donc ce qu'il imagine, c'est qu'on fait une expérience, on veut savoir si le soleil a explosé, mais on veut conclure la nuit ici, donc imaginons qu'il est minuit ici. Et pour savoir si le soleil a explosé, on envoie un stagiaire à l'autre bout du monde, à Hawaï, il a bien de la chance, on lui demande de nous appeler lorsqu'il est minuit en France, et de nous dire s'il voit le soleil ou non. Bon, parce que lui, il sait si le soleil a explosé ou non, et il doit nous appeler, nous dire si le soleil a explosé ou non. Mais juste avant de nous appeler, disons qu'il lance 2 dés, et si ça tombe sur un double 6, il nous ment. Maintenant, on imagine, on fait l'expérience de pensée, on imagine, on est à Paris, et il nous appelle, il nous dit « le soleil a explosé ». Là, si on applique la méthode scientifique, enfin la p-value, on doit calculer la probabilité qu'il nous ait dit ce qu'il nous a dit, la probabilité des données, sachant que le soleil n'a pas explosé. L'hypothèse qu'on veut tester, c'est que le soleil n'a pas explosé. Et la probabilité qu'il nous dise que le soleil a explosé, sachant que le soleil n'a pas explosé, c'est la probabilité qu'il ait fait un double 6, qui est plus petite que 5%. Donc, si on applique p-value de base, si on s'autorise à publier tout ce qui est p-value en dessous de 5%, après avoir fait cette expérience, vous avez le droit, techniquement, d'écrire un article scientifique qui dit « le soleil a explosé ». J'ai fait l'expérience, en dessous des 5%, le soleil a explosé. Et alors bien sûr, c'est des bulles, mais du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que la méthode scientifique, pourquoi est-ce que la p-value appliquée à cet exemple nous pousse à faire un truc qu'on n'est clairement pas censé faire, quoi. Et la réponse du bayésien, c'est que on sait que le soleil ne va pas exploser. On a une croyance intime, pas si intime, une croyance scientifique, mais c'est quelque chose de très documenté, que le soleil ne va pas exploser ce soir. On est capable d'associer au fait que le soleil explose ce soir une probabilité, mais qui va être infime. Les astrophysiciens nous disent que le soleil va très bien. Du coup, cette hypothèse-là, elle est tellement improbable qu'on n'a pas le droit, d'une certaine manière, de la traiter comme n'importe quelle autre hypothèse. En tout cas, c'est ce que dira un bayésien. Du coup, je peux faire le fréquentiste, c'est-à-dire que le fréquentiste va dire « oui, mais si je me pose cette question, c'est qu'en fait, personne n'en sait rien. Ouais. Et donc, du coup, je n'ai pas d'a priori. Donc, c'est l'expérience qui va me dire. » C'est-à-dire que le bayésien est utile quand on connaît déjà la réponse. Et si on connaît déjà la réponse, on ne fait pas de science. C'est le... Tu vois ce que je veux dire? Alors là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le bayésien, il va croire que c'est une certaine croyance, mais ce n'est pas forcément 100%, quoi. Et le résultat de l'expérience scientifique va permettre de modifier cette croyance. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on va se poser une question, est-ce que le tabac est un facteur de risque de cancer du côlon? Alors, si aujourd'hui on ne sait pas si le tabac, alors qu'on a déjà étudié le tabac plein de fois, etc., si on ne sait pas vraiment répondre à cette question de façon évidente et que l'on décide de faire une étude épidémiologique, c'est qu'en fait, l'a priori que l'on a là-dessus est plat. Tu vois, ouais. Si l'on se pose la question, c'est que l'a priori est plat. Ouais. Et donc, du coup, l'approche bayésienne n'est pas intéressante et elle devient fréquentiste. Alors, je suis d'accord pour dire que si l'a priori est plat, autant faire autant voilà. Être fréquentiste. Ceci dit, s'il y a, en science, on refait les expériences. Alors oui, et c'est vrai que là où tu as raison à ce moment-là, c'est quand on fait, quand il y a une question épidémiologique que l'on veut affiner de plus en plus. Ouais. Et donc la énième étude arrive, et la énième étude apporte son lot d'informations au savoir, et à ce moment-là, je suis d'accord, on a intérêt à faire une méta-analyse avant, de s'en servir comme distribution a priori, et de l'assembler à la nouvelle expérience. Ouais. Ouais.
Moi, j'aime bien la pensée bayésienne, mais je ne suis pas un défenseur de la pensée bayésienne non plus. Hein, je trouve ça intéressant en fait, techniquement, j'essaie d'imaginer ce que dirait un pur bayésien. Ce que dirait un pur bayésien, c'est qu'au moment où on commence à écrire un article, on écrit, il me semble que, machin chose, je pense que, les études scientifiques ont montré que, du coup, je vais associer une telle probabilité à tel événement, etc. C'est un peu, l'idée, c'est de mettre toute l'expérience scientifique dans un cadre de croyance plus général. C'est vrai. Et en fait, ça revient à la question de qu'est-ce qu'une probabilité. Et donc là, le fréquentiste dirait qu'une probabilité, c'est quelque chose qui existe quelque part dans la nature et que si on répétait l'expérience, on tendrait vers cette probabilité en moyenne. C'est une espèce de truc qui existe en dehors de nous. Alors que le bayésien dirait c'est purement subjectif. C'est une réponse assez que j'ai mis du temps avant de comprendre. Pour un bayésien, la probabilité c'est juste un outil qu'on utilise nous pour analyser le monde autour de nous, pour estimer le monde autour de nous. Et c'est très subjectif. Donc un bayésien affirme que tout est une histoire de croyance. Donc il n'est jamais sûr de rien, mais il y a des choses auxquelles il peut associer une probabilité très proche de 1. Donc la formule de Bayes qui correspond à ça, qui est une mise à jour des croyances bayésiennes, je la donne comme ça. Probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A fois probabilité de A divisé par probabilité de B. C'est une formule que j'ai beaucoup étudiée, que j'ai enseigné cette formule. Je dirais que c'est une formule que je ne comprends pas. Pour moi, c'est une formule qui est incroyablement plus difficile qu'elle n'en a l'air. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple du Monty Hall. Vous avez 3 rideaux, il y a une voiture derrière un des 3 rideaux et des chèvres derrière les 2 autres, une chèvre derrière chacun des 2 autres rideaux. Donc là, vous choisissez un des rideaux. Et là, le présentateur vous retire un des rideaux derrière lequel il n'y a pas la chèvre. Du coup, il ne vous reste plus que 2 rideaux derrière lequel il n'y a pas la voiture. Du coup, il vous reste 2 rideaux. Vous savez que derrière l'un de ces rideaux, il y a la voiture, derrière l'autre, il y a une autre chèvre. La question, c'est est-ce que vous avez intérêt à changer d'avis? Et je ne sais pas si vous connaissez. Je crois qu'ils ont fait ça dans le Big Deal aussi. Et en gros, c'est un problème qui est incroyablement simple, quoi. Je vais vous expliquer ça en quelques secondes. Mais les humains sont très mauvais à ça. Les humains sont très mauvais à ça. Quand je dis ça, je dis vraiment ça parce qu'il y a eu des expériences qui ont montré que les pigeons étaient meilleurs que les humains. Littéralement. C'est-à-dire que les pigeons, lorsqu'on leur faisait répéter ce jeu, ils finissaient par comprendre le truc et savoir qu'il fallait changer toujours de rideau. Quoi. Les humains, ils apprenaient pas. Donc c'est un problème assez amusant et on peut le résoudre uniquement en appliquant cette formule. Quoi. En gros, si vous comprenez cette formule, techniquement, vous devriez être capable de comprendre ce qui se passe derrière ça. Quoi. Donc moi, j'ai appris à résoudre ça. Mais ça veut pas dire que je la comprends. Un élève qui est venu me voir une fois quand je vais l'enseigner ce soir, et qui m'a posé la question un père a 2 enfants. Un des enfants est un garçon. Quelle est la probabilité que l'autre soit un garçon aussi? La réponse c'est 1/3. Ça, j'ai assez à le trouver. Après, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe si on sait que le garçon, l'enfant dont on sait qu'il est un garçon, qu'est-ce qui se passe si on apprend qu'il est né un mardi? Et je n'ai pas su répondre. Et pour résoudre, en fait, il suffit d'appliquer ça. Mais le fait que je ne me rende même pas compte que la réponse va changer, veut dire que je n'ai juste pas compris cette formule. Quoi. Donc c'est une formule vraiment difficile. Quoi. C'est vraiment... j'invite vraiment à la méditer. Et je pense que c'est une formule qui est aussi ultra importante. J'aurais tendance à l'appeler la formule du savoir. C'est un peu bayésien de dire ça. Mais ce qui nous intéresse beaucoup en science, en tout cas pour un bayésien, c'est de savoir quelles sont les hypothèses qui sont crédibles. Quelles sont les hypothèses en lesquelles il faut croire. Donc l'objet d'étude du bayésien, c'est de savoir quelle est la probabilité d'une hypothèse. Et il a le droit d'utiliser les données qu'il observe pour pouvoir bien estimer cette hypothèse. Donc l'objet le plus important pour le bayésien, c'est cet objet à gauche, c'est la probabilité d'une hypothèse, étant donné les données qu'on a observées.
Et pour calculer ça, il suffit d'appliquer la formule de Bayes, savoir utiliser, calculer la probabilité des données sachant l'hypothèse. Ça, c'est le truc qu'on sait calculer, c'est le truc qu'on utilise lorsqu'on fait de la p-value. On étudie cet objet-là, c'est la probabilité des données sachant l'hypothèse. Mais il faut aussi prendre en compte la probabilité de l'hypothèse. C'est là que les croyances sont importantes. Si les croyances sont plates, ça ne sert à rien d'appliquer cette formule, parce que le terme de gauche va être proportionnel à la probabilité de D sachant H. Et puis il faut aussi prendre le dénominateur, et c'est là que ça devient très difficile, parce que en fait, on peut montrer que même les ordinateurs, enfin, on peut montrer, je prends des trucs un peu compliqués, mais même les ordinateurs après ne peuvent pas calculer le terme d'en bas dans des modèles un peu compliqués. C'est lié à des problèmes de complexité informatique. Et donc, pour un bayésien, il suffirait d'appliquer cette formule-là, mais en fait, même un ordinateur a du mal à le calculer. Du coup, une des approches modernes, on va dire, à l'analyse de données bayésienne, ça consiste à faire des approximations de cette formule. Bon. L'un des intérêts de cette formule aussi, c'est qu'on peut inclure dans cette formule, à droite, là, on a la probabilité de H, ce qui est la probabilité d'une hypothèse, avant d'avoir observé aucune donnée. Et un bayésien se dit ah, c'est génial, parce que dans la probabilité de H, je vais pouvoir inclure le fait que de base, je pense que certaines hypothèses sont plus crédibles que d'autres. Et ça, c'est pas aussi farfelu que ça puisse paraître. Ça correspond notamment au rasoir d'Occam, qui dit que plus globalement, les hypothèses qui sont parcimonieuses, qui sont simples, sont plus crédibles que les autres hypothèses. Et c'est un truc qui a été implémenté ensuite par Lasso, par une technique statistique qui s'appelle Lasso, qui permet justement de pénaliser les explications trop compliquées d'un phénomène. Et c'est un truc qui, dans la pratique, est pas mal utilisé, en tout cas par des gens à Stanford. Voilà, donc ça... Un autre truc qui permet que cette idée de parcimonie, notamment lorsqu'on la combine avec des idées bayésiennes, permet de faire, c'est essayer de chercher des explications simples, c'est-à-dire simples dans le sens peu de liens entre des phénomènes. Donc on va chercher des graphes d'explications qui sont aussi creux que possible. Okay, donc, par exemple, là, on a réussi à éliminer un lien en considérant d'autres liens avec cette structure. Et bon, je vais finir un petit peu vite sur ça, mais l'idée aujourd'hui de certains bayésiens, c'est de se dire la difficulté avant, c'était de trouver les termes en haut, quels étaient les facteurs de confusion. Et ben, l'une des idées de la recherche actuelle, c'est d'essayer de trouver automatiquement, d'automatiser la recherche des facteurs de confusion. De trouver des variables qui expliquent les variables observées. Donc on les appelle parfois variables cachées ou variables latentes, celle au-dessus. Donc ça correspond à ce qu'on appelle une machine restreinte de Boltzmann. Et plus récemment, une des idées qui a beaucoup de succès, c'est d'expliquer les variables cachées par d'autres variables très cachées, super cachées, et d'empiler les couches de variables cachées qui expliquent les variables observées. Et puis de chercher à chaque fois à simplifier ce graphe en coupant des liens autant que possible. Ben ça, c'est une des façons de parler du deep learning. Vous nous avez entendu un peu parler du deep learning. Notamment en apprentissage non supervisé. Donc essayer d'expliquer le monde extérieur directement, c'est un peu l'apprentissage non supervisé. Ce que les gens font, c'est essayer de trouver plein de variables très cachées, de les empiler comme ça pour expliquer des données observées. Et un des succès de cette méthode, c'était en 2012 lorsque Google a réussi à comprendre le concept de chat. Donc ce que Google a fait, c'est qu'ils ont montré plein d'images d'étiquettes YouTube à leur intelligence artificielle. Et il leur a dit explique-moi ce que tu observes avec de la façon la plus synthétique possible, avec un modèle aussi simple que possible. Et du coup, l'intelligence artificielle de Google a regardé plein de ces images. Bien sûr, il y avait plein d'images de chats sur YouTube. Et puis, d'un moment, il a fini par inventer le concept de chat. Ça veut dire quoi, inventer le concept de chat? C'est-à-dire que quand on lui montrait une image de chat, il y avait certains neurones tout en haut
qui s'activaient. Et quand on leur montrait pas d'image de chat, ils ne s'activaient pas. Et donc ce qui se passe, c'est que le réseau de neurones est capable de reconstituer une grosse partie de l'image juste en sachant qu'il y a un chat dedans. Donc, vous imaginez, vous montrez une image à Google, et puis vous la retirez. Mais Google n'a pas le droit de tout enregistrer dans l'image. Il va prendre juste une information partielle. Quoi. Il va être capable, donc imaginez une image de quelques mégaoctets, il va retenir une information qui fait quelques octets ou quelques kilooctets, et puis il va reconstituer cette image juste en sachant qu'il y a un chat qui est dans telle position, juste avec quelques concepts globaux. Et ça, c'est aussi ce qui se passe dans nos cerveaux. C'est-à-dire, quand vous voyez une image d'un chat, vous ne retenez pas les couleurs de chaque pixel. Vous dites juste, ah, il y a un chat, il est dans telle position, il a l'air de faire quelque chose. Et donc c'est une façon de synthétiser l'information. Et bref, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'en fait, si on pousse vraiment les analyses de statistiques de certains statisticiens, on en arrive à des logiques qui sont assez proches de celles qui se passent, en tout cas, qui pourraient se passer dans notre cerveau. Et bon, je vais juste conclure cette présentation en disant que les statistiques, globalement, j'espère vous avoir montré que c'est vraiment pas facile, qu'il faut y réfléchir avec soin. Et la deuxième chose, c'est que le deep learning, ce truc qui est très à la mode, qui émerge d'idées qui sont très différentes de celles que je vous ai présentées ici, on peut considérer qu'elles émergent aussi assez naturellement de certaines méthodes classiques de statistique, certaines méthodes modernes de statistique. Voilà, merci. Pour nous, c'est très intéressant ce que tu nous présentes parce que nous, on est nourris de la pensée statistique historique. Je t'ai cité la randomisation, qui est le premier tiers du XXe siècle, et c'est à partir de là que s'est construit le test, puisque c'est Fisher qui a écrit un livre sur la randomisation, c'est lui qui a inventé le petit p, et c'est là-dessus que tout notre savoir est bâti. Ouais. Et alors c'est amusant parce que la moitié des choses que tu as dites sont des choses que l'on retrouve historiquement dans le paradoxe de Simpson, etc., etc., et auxquels les épidémiologistes sont obsessionnels. Le facteur de confusion pour un épidémiologiste, c'est la moitié de sa carrière, quoi. C'est le fait qu'on puisse dire qu'il y a un lien, alors que ce lien n'est pas causal, mais tu vois, rien que ce mot est un mot terrible. Donc ça, c'est quelque chose qui structure la pensée épidémiologique. Et puis, aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres acteurs dans le business de l'analyse de données qui n'ont pas du tout cette même culture, qui viennent du monde de l'ingénierie, des mathématiques, et qui du coup retrouvent ces problèmes qui existaient depuis longtemps. Ouais. Mais en même temps, comme tu le montres avec les réseaux de neurones, en même temps, ils arrivent avec des outils qui sont nouveaux et qui, du coup, challengent nos représentations qu'on a, nous. Tu vois, comment... parce que nous, on avait... Tu vois, comme c'est très grave de dire une association à tort en médecine, tu vois, si c'est juste un bricolage, c'est pas grave. Si on dit qu'il y a des facteurs de risque qui ne le sont pas ou qui le sont alors que c'est faux, c'est grave pour la santé des gens. Donc, nous, biostatisticiens, on est un peu tétanisés sur nos outils, tellement qu'on a de responsabilités sur ce qu'ils sont susceptibles de dire. Et en ce moment, on est un peu bousculé par Google, etc., les matheux qui n'ont pas beaucoup de scrupules, du moins, si, ils n'ont pas beaucoup de scrupules numériques, quoi. Hein. Ouais. Ils y vont à fond et ils font des trucs, et voilà. Et tu vois, il y a à trouver une espèce d'interface où l'on puisse communiquer. Ouais. Et tu vois, par exemple, les réseaux de neurones, c'est vrai que ça fait des partitionnements qui sont beaucoup plus fins que ceux que nous, on a l'habitude de faire, sauf que une fois que le réseau de neurones l'a fait, tu vois, nous, quand on dit qu'un facteur de risque est un facteur de risque d'une maladie, c'est rare qu'on le dise sans l'étayer par un rationnel biologique qui permette de le justifier. On peut le faire, hein. On peut le faire, mais quand même, ça va nous déranger.
Et le problème, c'est que dans le réseau de neurones, souvent, on ne voit pas le rationnel biologique. Il est beaucoup plus difficile à décrypter que dans nos régressions logistiques, ou des modèles additifs et tout ça. Ouais, alors sur les réseaux de neurones, en fait, c'est une vraie difficulté qui va apparaître au fur et à mesure qu'ils vont être plus en plus utilisés. C'est savoir comment les interpréter. S'ils nous disent un truc, est-ce que c'est vrai? Exactement. Comment le tester? Alors, je pense qu'il y a deux possibilités. Alors peut-être qu'il y en a plus et que je ne les vois pas, mais la première, c'est lorsque ces intelligences artificielles seront parlées, on pourra communiquer avec eux et avoir peut-être plus de compréhension. Enfin, ils nous expliqueront en fait ce qu'elles pensent. Parce qu'on n'est pas capable de lire ce qu'elles pensent. Donc il va falloir qu'elles nous expliquent ce qu'elles pensent dans un moment. L'autre chose, c'est qu'il y a des modèles, je sais, en astrophysique, où on a appris à l'intelligence artificielle certains processus physiques. Oui. Donc, alors je pense qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui, mais je ne suis pas un expert, mais peut-être qu'il sera de plus en plus possible d'inclure des modèles biologiques à l'intérieur du fonctionnement. Alors leur problème, c'est qu'ils ne sont pas mathématisés. Ouais. C'est-à-dire que l'astrophysique, c'est une science mathématisée, donc elle est compatible avec le computer. Ouais. La biologie, elle n'est pas mathématisée. Du coup, c'est pas facile de faire l'interface entre les deux. Ouais. Ah, ça, je veux bien le croire. Et alors, tu vois, l'autre chose, à propos des modèles bayésiens, moi, je suis en partie bayésien, donc tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, mais les modèles bayésiens sont fondamentalement intéressants. Mais tu vois, une situation concrète qui est l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Ouais. Eh bien, typiquement, on aurait envie de dire, mais un médicament, on a une explication sur le mécanisme d'action, qui n'intervient absolument pas aujourd'hui, ou quasiment pas, sur le fait que le médicament va avoir une autorisation de mise sur le marché. Alors les biologistes sont furieux. L'autre chose, quand même, on va se dire, on va faire, tu sais, on donne une autorisation de mise sur le marché sur 3 essais de phase 3, mais toute l'information qu'il y a avant, on la néglige. Donc c'est de l'argent qu'on perd, c'est des patients qu'on a inclus, donc pour des problèmes éthiques on ne s'en sert pas, etc. Sauf qu'il y a tellement d'argent en jeu dans l'évaluation de l'efficacité des médicaments qu'on a besoin de règles qui soient hyper simples, qui reposent sur un test avec une règle, et si c'est inférieur à 5%, alors on dit oui. Et c'est la simplicité de la règle qui fait qu'elle arrive à être tolérée et qu'elle arrive à résister à des influences financières qui sont considérables. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de dire, tu vois, c'est compliqué d'avoir une vision globale et totalisante sur l'inférence statistique. C'est qu'en fait, ça dépend de ce qu'on veut en faire, quoi. Et par moment, le test statistique, il permet de trancher. Je suis tout à fait d'accord. Le problème des statistiques bayésiennes, c'est qu'elles sont subjectives. Et que quand on veut prendre des décisions, on ne peut pas inclure des trucs subjectifs. Voilà. Surtout si les gens ont des conflits d'intérêts, enfin, tu vois, même pas financiers, et surtout si la subjectivité des gens est nourrie par des fantasmes. Ouais. Et là, on n'a pas le droit de mélanger des fantasmes avec... Mais de l'autre côté, dans les maladies rares, par exemple, il vaut mieux avoir des avis d'experts que l'on va mélanger avec des informations plutôt que de ne pas faire d'études du tout. Ouais. Une question, en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi ce que tu nous as exposé, donc ces problématiques finalement qui sont assez scientifiques, l'épistémologie, elles changent, comme tu dis, à l'heure du big data en fait. Qu'est-ce que, déjà j'aurais aimé avoir une définition un peu plus claire de big data, en quoi ça change? Est-ce que c'est parce qu'on a des données plus massives ou est-ce qu'on a des données qui se mettent à jour plus régulièrement? Je crois que ça faisait l'objectif d'un précédent séminaire mais je n'avais pas assisté. Et en quoi vraiment, est-ce que c'est cet outil deep learning qui va permettre d'améliorer notre compréhension? En quoi ça s'applique vraiment au big data et ça ne s'appliquait pas avant? Alors, je me refuse à donner une définition au big data, je ne me permets pas de faire ça. En quoi les statistiques que j'ai présentées sont peut-être plus adaptées au big data? Je pense qu'un des trucs qui se passe, c'est qu'on est capable d'étudier de plus en plus de choses en même temps, de manière,
on cherche à construire des modèles qui expliquent plus de choses en même temps, et je pense qu'on étudie beaucoup plus directement des modèles que juste des hypothèses qu'avant. Et donc inclure tout ça, des modèles un peu plus gros qui sont capables de prendre plus de choses en place. Ça, c'est l'idée un peu du overfitting, non? Parce que c'est une problématique qui est plus actuelle. Avant, on a beaucoup de données, et du coup, le big data, moi, l'orientation d'une journée, c'est de faire des sortes de grosses ACM ou ACP où on va synthétiser des milliers de colonnes, en fait. Oui, donc il y a plein de méthodes là, comme, pour simplifier les données. Mais c'est des trucs de big data parce que avant on n'avait pas besoin de faire ça, quoi, on va dire. C'est un peu toute la logique d'essayer de... Bon, il y a aussi une logique assez algorithmique qui est derrière, parce qu'on va utiliser de plus en plus des algorithmes pour faire ça. Et du coup d'avoir un truc un peu moins à la main, dans un certain sens, ou ad hoc, essayer d'avoir un truc un peu plus... Donc l'un des gros objectifs, je pense, du deep learning, c'est d'être une solution de base. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui la solution de base c'est peut-être, je sais pas, régression logistique ou régression linéaire. Ça marche bien si on essaie d'expliquer une chose, mais pour des trucs plus sophistiqués comme ça, avec pas mal de plus de paramètres qui sont nécessaires pour expliquer les choses et tout mettre en place, c'est là que des méthodes comme deep learning, là, où il va y avoir beaucoup de paramètres à ajuster, auront un truc que les autres n'ont pas. Je crois que tu viens de le dire, la différence c'est la non-linéarité. C'est que d'avoir accès à des gros jeux de données permet d'avoir accès à une non-linéarité que nous on n'arrive pas tellement à gérer en épidémiologie. La non-linéarité c'est plutôt un inconvénient qu'une plus-value. Et dans le support vecteur machine qu'on avait vu la dernière fois et tout ça, on a accès à de la non-linéarité grâce à de nouveaux outils. Et du coup, ça fait de l'overfitting et du coup, ça fait des problèmes comme ça que nous, on rencontrait beaucoup moins spontanément. Et puis que eux, ils sont pas... Nous, on néglige l'impact de la pensée biologique de la plausibilité biologique des actions qui étayent tout le temps notre pensée et qu'eux n'ont pas. Eux, ils ont souvent des datas sans a priori théorique derrière, quoi. C'est ça, c'est au niveau... Enfin, moi, des fois, quand on discute avec des collègues, c'est la peur un peu d'un appauvrissement intellectuel et de nos théories, parce que si on ne peut plus justement avoir... En fait, dans ta définition de, je sais plus quel auteur, tu mettais 3 choses qui permettent de juger la plausibilité, c'est derrière avoir une théorie. Et l'idée de faire référence seulement à des données, on perd en fait cet aspect théorique qui est important. En épidémiologie, d'avoir un mécanisme biologique, en économie, d'avoir une théorie économique derrière, c'est... on va en fait. Mais parce qu'en fait, une théorie, c'est la... C'est l'observation des données qui va nous apprendre la loi. C'est complètement empirique en fait. C'est la méthode empirique. Sauf que la théorie, c'est quand même la cristallisation d'un savoir. En fait, ce qu'on fait est bayésien quelque part, quand on dit qu'on se sert de la théorie pour nourrir les datas. C'est que la théorie, en fait, est la cristallisation d'un savoir séculaire en très peu de mots et très peu de relations, et qu'en fait, ce savoir a priori, il est agrégé aux datas et il nous permet de rédiger la partie discussion de notre article. Donc c'est une approche bayésienne, mais littéraire. Ouais, je pense que en fait, les humains sont plutôt bayésiens dans les mutation naturelle. C'est-à-dire que je sais des choses, je sais plein de choses sur les maladies et tout ça, je le sais, je vois mes datas, et après ce que je discute dans la partie discussion, c'est, sachant ce que je savais et ce que j'ai vu, du coup, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que ça a changé. Et c'est pour ça que du coup, nous on dit que c'est un appauvrissement, parce qu'on oublie tout cet a priori qui vient de siècles d'expérimentation. Qui ont conduit à améliorer une théorie ou à la fortifier, à l'affiner. Bien sûr. Les théories sont très importantes. Ouais, bien sûr. Une autre façon que j'ai eu de comprendre le deep learning, c'est d'imaginer qu'est-ce qu'un modèle, quoi. Et qu'est-ce qu'un modèle qui est suffisamment général pour parler de tout, quoi, mais aussi adaptif, qui pourra s'adapter à n'importe quelle situation.
Et en fait, quand on liste un peu les propriétés qu'ils doivent avoir et qu'on essaie de raisonner, on se rend compte que le deep learning, en fait, le modèle du deep learning, on peut voir ça comme un modèle qui explique des données avec des variables cachées et des liens entre les variables cachées. Finalement, c'est une forme assez générique de modèle qui a l'avantage de s'optimiser, enfin de se mettre à jour assez facilement. Et donc tu peux voir ça comme une forme de modèle, une nouvelle forme de modélisation, on va dire. Je ne sais pas si ça comprend. Après, je me demande, est-ce que, enfin peut-être que ça avait été abordé avant, mais il y a quand même le problème, la question de la qualité des données, puisque faire du deep learning. Alors je me dis, on peut avoir des données énormes qui s'actualisent sans arrêt, alors que, avoir des big data, alors qu'il n'y a pas de, alors que les variables, il y a des facteurs de confusion qui ne sont pas dans les données, ou même avec des milliers de variables, enfin je sais pas, c'est un truc, lorsqu'on lit les données en pratique, nous, la source de la donnée, une donnée super importante, et puis ça vient toujours de la même source, pour se dire, en fait, c'est cette source qui fait que ces données sont toujours à peu près les mêmes. Et je pense aux journaux, par exemple, quelque chose dans le genre. Si je lis Le Figaro, ça va toujours à droite, mais c'est toujours à droite parce que c'est du Figaro. Du coup, on explique la corrélation entre les articles du Figaro par le fait que c'est écrit par le Figaro. Et je pense que les bonnes intelligences artificielles arriveront à faire le même raisonnement et à se dire, telle source de données est moins fiable que telle autre source de données. J'imagine que c'est vers ça qu'on... Quand tu as beaucoup de données, moi j'ai vécu un truc très... une étude de pharmacoépidémiologie avec un score de propension sur des données du SNIRAM. Eh bien, donc il y avait beaucoup de variables d'ajustement, mais il en manque plein. Il n'y a pas le tabac, il n'y a pas tout ça. Et donc on se demandait l'impact. Et on a fait, on a fait des simulations où on a enlevé quelques facteurs de confusion massifs que l'on avait mesurés, qui étaient disponibles. Eh bien, le score de propension sans ces variables, les variables se regroupent tellement que les groupes à parier étaient toujours semblables sur les facteurs de confusion mesurés qui n'étaient pas dans le score de propension. Tellement il y a de données. Tellement il y en a. Tellement il y en a. On a l'impression qu'en fait, nous, on a toujours peur d'avoir des trucs non mesurés, et c'est bien d'en avoir peur. Mais en fait, quand on mesure 1000 variables sur un individu, si ça se trouve, en fait, on a mesuré beaucoup de choses. Même si on ne connaît pas le sexe, par exemple. Pardon ? Même si on ne connaît pas le sexe de la personne, voilà. On va pouvoir le deviner à partir de variables qui... Exact. Un contraceptif oral, un truc comme ça, enfin, tu vois, on va avoir plein de variables finalement qui, même si on ne s'en rend pas compte, en fait, et là pour le coup c'est une pensée de big data parce que en fait on ne maîtrise pas du tout l'ajustement. C'est pas nous qui maîtrisons l'ajustement, c'est l'ajustement qui se fait comme ça, quoi, à partir d'un algorithme. Du coup, c'est plus la prédiction, ça va être plus des modèles prédictifs que ce ne sont pas des modèles explicatifs. C'est ça, sauf qui ajustent, tu vois. Ouais. J'ajuste sur un, c'est sûr que tu n'expliques plus. Ouais. Dans le cas du Google qui arrive à détecter les chats, on arrive à comprendre que Google comprend le chat en faisant une espèce d'IA, en regardant qui sont les noms de qui c'est-il. C'est très limité. Mais petit à petit, je pense qu'on va amener les intelligences artificielles à s'expliquer, à expliquer pourquoi elles font ci et ça. Et là, ça deviendra un peu plus explicatif. Je pense. Elles feront leur théorie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci.